Bonjour. Dans cette deuxième partie du cours, nous allons nous intéresser aux interactions des rayonnements avec la matière. En effet, nous avons, lors du premier cours, envisagé la nature des différents types de rayonnements, ionisants soit de manière directe, soit indirectement. Eh bien, nous allons maintenant voir comment ces rayonnements peuvent interagir avec la matière et les conséquences que cela peut avoir en termes de transfert d'énergie. En effet, nous devons, sachant que le but c'est de voir les effets des rayonnements et de l'irradiation sur les tissus biologiques, nous devons maintenant étudier comment les rayonnements interagissent avec la matière en général. Il faut bien avoir conscience qu'il existe deux grandes catégories de rayonnements du point de vue des effets sur la matière. Tout d'abord, on considère les particules chargées qui sont considérées comme des rayonnements directement ionisants. Nous allons voir plus tard ce que signifie ce terme. Au contraire, les particules neutres, et surtout les photons, dès lors qu'ils ont une énergie suffisante, eh bien, sont considérés comme des rayonnements indirectement ionisants. En effet, leur interaction avec la matière se fait en deux étapes. Il faut tout d'abord qu'ils communiquent leur énergie à un électron de la matière, et secondairement, cet électron va avoir des effets. Ce qui est commun dans les deux cas, c'est l'apparition éventuelle de phénomènes d'ionisation qui sont la manifestation principale qui nous intéressera lorsque nous envisagerons les effets biologiques. Alors, une précision simplement au sujet du chiffre qui apparaît sur la diapositive de 13,6 électronvolts. Cette énergie correspond à l'énergie de liaison la plus faible rencontrée dans l'atome d'hydrogène. C'est donc l'énergie théorique minimale qu'il faut apporter pour arracher un électron à un atome. Voilà pourquoi on ne parlera de photons ionisants que pour les photons qui ont une énergie supérieure à 13,6 électronvolts, mais il faut savoir que c'est une énergie très faible. Lorsque on envisage les interactions des rayonnements avec la matière, il faut donc distinguer tout d'abord les interactions des particules chargées, puisque comme nous l'avons vu, ces rayonnements sont directement ionisants. Nous allons donc les étudier dans un premier temps, et puis nous reviendrons dans la suite sur les phénomènes d'interaction liés aux photons et éventuellement aux particules neutres comme les neutrons. Donc, les particules chargées, nous rappellerons rapidement qu'il s'agit avant tout des électrons, et en biologie et en médecine, on s'intéresse surtout aux électrons, mais nous pouvons être confrontés également à des protons, qui ont bien sûr une masse beaucoup plus élevée et une charge positive. Nous pouvons aussi rencontrer des particules alpha, constituées de 2 protons et de 2 neutrons. Ces particules alpha ou noyaux d'hélium ont une importance en biologie et en médecine, nous le verrons, à la fois parce que ce sont des rayonnements très toxiques et parce qu'ils commencent à être utilisés dans certaines applications médicales. Et puis, il existe des particules chargées tout à fait particulières que nous avons vues dans le premier cours, lors de la radioactivité de type β+. Il s'agit des positons qui ont la même masse que les électrons, mais une charge positive, et vous vous souvenez que ce sont des particules d'antimatière, qui ont donc une durée de vie dans la matière extrêmement réduite, puisqu'ils vont très rapidement s'annihiler avec un électron du milieu. Ce qui est commun à l'ensemble de ces particules chargées, lorsqu'on envisage leurs interactions avec la matière, c'est qu'on peut considérer les choses de 3 manières. Du point de vue de la particule, du point de vue de la matière, et du point de vue de l'interaction elle-même, c'est-à-dire de la façon dont l'énergie de la particule est communiquée à la matière environnante. La particule, eh bien, elle se caractérise par sa charge, qui est donc une charge négative pour l'électron, une charge positive pour le proton et 2 charges positives pour les particules alpha, par exemple.
À côté de la charge, nous allons rencontrer deux paramètres fondamentaux qui sont la masse de la particule et sa vitesse. Et la combinaison de la masse et de la vitesse représente l'énergie cinétique de la particule que nous appelons ici grand E. La matière, elle, qui va interagir avec la particule incidente, se caractérise par son numéro atomique, grand Z, par la densité de noyaux et par la densité d'électrons, et bien sûr, la densité électronique est beaucoup plus importante en termes de probabilité d'interaction que la densité de noyaux. Autrement dit, une particule chargée dans la matière a davantage de probabilité de rencontrer un électron que de rencontrer un noyau. Rappelons à ce niveau que lorsqu'on s'intéresse aux tissus biologiques, donc dans le domaine de la biologie et de la médecine, la matière est assimilable très schématiquement à de l'eau. L'eau se caractérise par un numéro atomique Z moyen relativement faible et nous verrons que ceci a une importance considérable en matière de radiobiologie. Donc la particule chargée d'un côté, la matière de l'autre, et entre cette particule et la matière va avoir lieu une interaction, et cette interaction est à considérer en première approximation comme un transfert d'énergie. L'interaction elle-même, donc, est un transfert d'énergie. Trois aspects sont à préciser: la nature de ce transfert, son mécanisme, ce qui n'est pas exactement la même chose, et enfin la fréquence ou la probabilité, ce qui revient au même, avec laquelle cette interaction va se produire. Les conséquences de ce transfert d'énergie vont porter d'une part sur la particule, et pour la particule, l'interaction consiste essentiellement en une perte de l'énergie cinétique initiale, donc un ralentissement de la particule. Quant aux conséquences sur le milieu, elles sont diverses, et là il faut envisager les effets physiques que peut avoir l'interaction sur le milieu, et ces effets physiques prendront pour nous une connotation tout à fait particulière lorsque la matière considérée sera de la matière biologique, puisque les effets à ce moment-là sont non seulement des effets physiques, mais sont des effets qui ont des conséquences sur le fonctionnement cellulaire, donc ce que l'on appelle des effets radiobiologiques. Et nous avons vu la dernière fois, dans la présentation générale du cours, que notre but ultime est d'arriver à comprendre et à formaliser ces effets radiobiologiques. Donc si l'on résume tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant, on voit que les interactions des particules chargées avec la matière, autrement dit des rayonnements directement ionisants avec la matière, s'articulent au niveau de cette notion de transfert d'énergie. Ce transfert d'énergie, si on veut en préciser la nature, peut revêtir essentiellement trois formes. Tout d'abord, des effets purement thermiques. Si le transfert d'énergie est plus important, on assiste à des phénomènes d'excitation des atomes, c'est-à-dire que le cortège électronique est mis dans un état d'énergie supérieur à son état de repos. Et puis si le transfert d'énergie est encore plus important, la particule chargée incidente est capable d'arracher un électron, ce qui correspond à un phénomène d'ionisation. Ces trois effets sont très différents, essentiellement par les conséquences qu'ils peuvent avoir sur la matière. Ces différentes interactions peuvent se faire, comme nous l'avons vu, avec les électrons ou avec les noyaux des atomes. Nous avons déjà dit que la probabilité d'interaction avec un électron était beaucoup plus élevée que la probabilité d'interaction avec un noyau, puisque la densité électronique est plus importante que la densité des noyaux. Dans les deux cas, il existe une première possibilité de choc frontal. La particule incidente percute de plein fouet soit l'électron, soit le noyau. On comprend bien que
ce type d'interaction est extrêmement rare en termes de probabilité. Donc, l'essentiel des interactions seront ce qu'on appelle des chocs à distance. Comment est-ce possible d'imaginer un choc à distance? Eh bien, il suffit de rappeler que nous avons affaire à des particules chargées qui vont donc interagir à distance soit avec un électron chargé négativement, soit avec un noyau chargé positivement, du fait d'interactions électriques. Nous allons revenir sur les interactions avec les électrons. Quand l'interaction à distance se fait avec un noyau dont la masse est considérablement supérieure à celle de la particule incidente, eh bien, les effets sont très différents. Le noyau, pour ainsi dire, ne va absolument pas modifier ses paramètres. En revanche, la particule va être déviée avec émission de rayonnement X de freinage. Nous reviendrons sur les interactions avec les noyaux. Intéressons-nous tout d'abord au phénomène le plus fréquent, c'est-à-dire les interactions des particules chargées avec les électrons du milieu. Donc, quelle que soit la particule chargée incidente, qu'elle soit chargée positivement ou négativement, il va se produire une interaction électrique, c'est-à-dire une interaction coulombienne. En effet, entre deux charges électriques, qu'elles soient positives ou négatives, une force coulombienne va naître par interaction, mais cette force coulombienne va s'appliquer bien sûr pendant un temps limité, qui est le temps de passage de la particule au voisinage de l'électron qui est impliqué dans l'interaction. Donc la combinaison de cette force et d'un temps d'application lié au mouvement de la particule incidente communique ce qu'on appelle une impulsion à l'électron, et c'est au cours de cette impulsion qu'une énergie, que nous appelons ici grand Q, est transférée de la particule incidente à l'électron cible. C'est réellement un transfert d'énergie puisque cette énergie est perdue par la particule incidente et communiquée à l'électron du milieu qui est concerné par l'interaction. Donc si nous envisageons l'interaction d'une particule chargée, par exemple un électron, avec un électron du milieu, la plupart du temps, donc, la collision est de type éloigné sous forme d'interaction coulombienne. La particule incidente est caractérisée par sa charge, par sa masse et par sa vitesse. Elle interagit donc avec un électron du milieu, ici représenté, sur lequel va s'exercer une force de type électrique, une force coulombienne, notée grand F. Cet électron a bien sûr une charge négative et une masse notée M0. Le premier paramètre important à considérer dans cette interaction, c'est la distance notée h, qui est la distance entre la trajectoire de la particule incidente et la particule, c'est-à-dire l'électron du milieu. Donc cette distance est conventionnellement choisie comme étant la distance au moment où l'électron incident, ou la particule incidente passe le plus près de l'électron du milieu. Le deuxième paramètre fondamental, c'est la vitesse de la particule incidente. En effet, de cette vitesse dépend directement le temps d'interaction, c'est-à-dire le temps pendant lequel la force coulombienne va s'exercer sur l'électron du milieu. Plus la vitesse de la particule incidente est élevée, plus ce temps d'interaction sera bref. Donc, pour résumer l'ensemble, au cours de ce type d'interaction coulombienne, l'énergie transférée, notée ici grand Q, est schématiquement proportionnelle à l'inverse du carré de la distance d'interaction, donc noté ici h, proportionnelle au carré de la charge de la particule incidente,
est inversement proportionnel au carré de la distance. Donc, la distance d'interaction et la vitesse de la particule incidente vont jouer considérablement sur la quantité d'énergie transférée de la particule incidente à l'électron du milieu. Reprenons ce schéma. L'impulsion donc communiquée croît, nous l'avons dit, avec la durée de l'interaction. Et très schématiquement, la durée d'interaction est proportionnelle à la distance divisée par la vitesse. Ceci a deux conséquences très importantes. C'est que l'énergie transférée diminue rapidement lorsque la distance d'interaction augmente, et que pour une distance h donnée, l'énergie transférée est d'autant plus importante et d'autant plus élevée que la vitesse de la particule est plus faible. Donc plus la particule incidente passera lentement et à proximité de l'électron, plus le transfert d'énergie sera bien évidemment élevé. Donc après avoir vu les interactions des particules chargées avec les électrons, envisageons rapidement ce qui se passe lorsque une particule chargée, incidente, interagit cette fois avec un noyau. Ce type d'interaction est beaucoup moins fréquent, mais peut survenir. Le choc frontal est lui un événement exceptionnel, nous l'avons dit. Ce qui va donc se produire le plus souvent, c'est là encore une interaction à distance entre une particule chargée et un noyau du milieu. Mais compte tenu de la masse considérable du noyau par rapport à celle de la particule incidente, quelle qu'elle soit, l'énergie cinétique communiquée au noyau est très faible et la principale conséquence sera un changement de direction de la particule incidente qui est déviée à la suite de l'interaction coulombienne. Ce changement de direction correspond à la perte d'une certaine quantité d'énergie. On parle de phénomène de freinage de la particule, qui est donc ralentie et qui change de direction, et l'énergie perdue est émise sous forme d'un photon X. On parle là de photons X puisqu'il s'agit de photons qui ont pour origine l'atome, le cortège électronique de l'atome, mais de façon très différente de ce que nous avons vu lors de la première séance, où les rayons X de fluorescence qui résultaient de la désexcitation d'un atome étaient des photons X monoénergétiques. Ici, les photons X de freinage, puisqu'on les appelle ainsi, peuvent avoir une énergie revêtant un très grand nombre de valeurs, puisque cette énergie correspond à l'énergie perdue lors du changement de direction de la particule incidente, changement de direction qui lui-même peut revêtir un très grand nombre de valeurs. Donc il faut retenir que les photons X, appelés photons X de freinage, par opposition aux photons X de fluorescence, ont un spectre d'énergie de type continu, avec une infinité de valeurs possibles. Ceci est important car il faut se souvenir que c'est par ce phénomène de freinage que sont obtenus les rayons X dans les appareils de radiologie. Et donc les rayons X utilisés en radiologie sont des rayons X d'énergie spectrale continue. Ce phénomène de freinage survient d'autant plus que l'on a affaire à des matériaux lourds avec un numéro atomique Z élevé. Et c'est pourquoi les tubes à rayons X utilisent des cibles métalliques à Z élevé. A l'inverse, on peut imaginer que dans la matière biologique, qui est assimilée à de l'eau, les phénomènes de freinage et donc l'apparition de rayons X de freinage soient un phénomène très rare. Donc, après avoir envisagé le mécanisme des interactions, qui sont donc le plus souvent de nature coulombienne, envisageons maintenant les conséquences sur la particule incidente. Nous avons déjà dit que la principale conséquence était un ralentissement
de cette particule. Eh bien, ceci nous conduit à définir deux paramètres importants, le pouvoir de ralentissement tout d'abord, et puis ce qu'on appelle la trajectoire et le parcours, qui sont deux notions un peu différentes. Le pouvoir de ralentissement, c'est la quantité d'énergie perdue par la particule par unité de distance parcourue. Si l'on rappelle la formule que nous avons vue tout à l'heure, qui est que l'énergie transférée est proportionnelle à l'inverse du carré de la distance d'interaction, proportionnelle au carré de la charge et inversement proportionnelle au carré de la vitesse, eh bien, on voit immédiatement que le pouvoir de ralentissement est proportionnel à z au carré sur v au carré, puisque la quantité d'énergie delta E perdue est la somme des valeurs grand Q d'énergie transférée au cours des différentes interactions, et que le pouvoir de ralentissement est lui-même proportionnel à delta E. Ceci a une conséquence très importante, c'est que, à vitesse égale, toutes les particules de même charge ont le même pouvoir de ralentissement. Autrement dit, le pouvoir de ralentissement pour une charge donnée dépend de la vitesse, mais pas de la masse de la particule incidente. Ceci a des conséquences très importantes. Si l'on se rappelle par exemple que la masse d'un proton est près de 2000 fois la masse d'un électron, eh bien, compte tenu du fait que le proton comme l'électron ont une seule charge, positive dans un cas, négative dans l'autre, on voit que pour une vitesse v donnée qui va correspondre à des énergies très différentes pour l'électron et pour le proton, bien évidemment, puisque les énergies cinétiques pour la même vitesse sont proportionnelles à la masse de ces deux particules, eh bien, l'électron et le proton, avec une énergie très différente, auront, pour une même vitesse, un pouvoir de ralentissement identique. Donc, pour dire les choses autrement, un électron à la vitesse v aura une énergie cinétique 1830 fois moindre que celle du proton, mais le pouvoir de ralentissement sera le même pour les deux particules. Quant à l'effet de la charge, eh bien, il est clair que pour une particule alpha, qui a une charge égale à 2, le pouvoir de ralentissement sera 4 fois plus élevé que pour un proton ou pour un électron qui ont une charge unique. On peut formuler les choses autrement pour bien insister sur cette notion fondamentale. Et c'est plutôt cette formulation-là qui nous intéressera en radiobiologie. En effet, la conclusion, c'est que deux particules de même énergie, mais de masse, donc de vitesse différente, ont des pouvoirs de ralentissement différents. Ceci n'est pas intuitif puisque, lorsqu'on envisage les effets sur la matière, on pourrait penser en première approximation que c'est l'énergie de la particule incidente qui aura le rôle décisif. Eh bien, il n'en est rien, puisque, pour une même énergie, une particule plus lourde aura une vitesse moindre, et donc un pouvoir de ralentissement différent, puisque ce pouvoir de ralentissement dépend essentiellement de la vitesse. Ceci explique que des particules alpha puissent avoir sur la matière, pour une même énergie, des effets beaucoup plus délétères, comme nous le verrons, que des électrons ou même des protons
de même énergie. Il faudra donc bien se souvenir de cette notion lorsque nous envisagerons les problèmes de radiobiologie. Pouvoir de ralentissement, tout d'abord, trajectoire et parcours dans un deuxième temps. La trajectoire d'une particule chargée dans la matière, c'est très important de bien le comprendre, est de type aléatoire. En effet, comme cela apparaît sur le schéma, chaque fois que la particule chargée, ici un électron, aura une interaction avec un électron du milieu, elle va changer de direction et perdre de l'énergie, le transfert d'énergie grand Q ayant été déjà envisagé. Ce changement de direction va se faire à chaque interaction, et ceci avec des directions totalement aléatoires, ce qui fait que la trajectoire revêt un aspect totalement imprévisible. Lorsque les interactions se succèdent, l'énergie cinétique de la particule diminue, sa vitesse également. Donc, les interactions deviennent de plus en plus fréquentes, puisque nous avons vu tout à l'heure que l'interaction était d'autant plus probable que la vitesse de la particule était faible. Donc, plus elle ralentit, plus elle interagit. Et donc, en fin de trajectoire, les interactions sont de plus en plus fréquentes et la trajectoire de plus en plus tortueuse. Et bien évidemment, lorsque la particule a complètement perdu son énergie, elle s'arrête et les interactions avec les électrons du milieu s'arrêtent également. Donc, il faut retenir de cela une première conséquence très importante, c'est que les particules chargées dans la matière épuisent totalement leur énergie. Cette trajectoire est très variable quant à sa forme et quant à la distance parcourue, mais on voit que pour chaque trajectoire, l'électron ou la particule chargée en général a parcouru une certaine distance à l'intérieur de la matière, et cette distance, schématisée ici par la double flèche en pointillé, est appelée parcours. Ce parcours est un paramètre très important, plus que la trajectoire elle-même, puisque c'est ce parcours qui permet de quantifier la profondeur de pénétration d'une particule chargée dans les tissus. Si l'on considère ici le parcours et le pouvoir de ralentissement des électrons dans l'eau, rappelons que l'eau est assimilable à la matière biologique en fonction de leur énergie cinétique initiale, eh bien on voit que lorsque l'énergie de la particule augmente, le pouvoir de ralentissement diminue et la profondeur de pénétration dans la matière augmente. On passe en effet pour des électrons de 10 kV, donc de faible énergie, d'une pénétration dans la matière de 5 microns, à pour des électrons beaucoup plus énergétiques de 10 mégaélectronvolts, une pénétration dans la matière de l'ordre de 5 cm. Donc 5 microns d'un côté, 5 cm de l'autre. On voit donc l'importance considérable de l'énergie cinétique des électrons incidents pour expliquer la pénétration dans les tissus et donc les effets radiobiologiques. Avec les particules lourdes, comme les particules alpha ou même les protons, les choses sont différentes puisque lorsqu'une particule lourde interagit avec un électron du milieu, elle ne va pratiquement pas changer de direction. Donc là, les interactions se font avec une trajectoire rectiligne et simplement la particule abandonne de son énergie au cours de chaque interaction. Donc le parcours est pratiquement ici, pour les particules lourdes, superposable à la trajectoire.
Nous avons vu que le pouvoir de ralentissement dépendait de la vitesse. Par conséquent, le pouvoir de ralentissement augmente quand la vitesse diminue, puisqu'il est proportionnel à la charge au carré divisé par la vitesse au carré. Donc, plus la particule ralentit, plus le pouvoir de ralentissement augmente. Et c'est, comme nous l'avons vu précédemment, ce qui explique que les interactions soient beaucoup plus nombreuses en fin de trajectoire. Donc, nous l'avons déjà vu avec l'électron, c'est schématisé ici. Plus l'électron ralentit, plus les interactions deviennent nombreuses et plus la trajectoire devient tortueuse. Avec les particules lourdes, et notamment avec les particules alpha, eh bien ceci explique que les interactions soient pratiquement toutes concentrées en fin de parcours ou en fin de trajectoire, ce qui revient au même puisque la trajectoire est rectiligne, de la particule. Ceci est à l'origine de ce qu'on appelle la courbe de Bragg, qui représente la densité d'ionisation lorsque une particule lourde de type proton ou de type alpha interagit avec les électrons du milieu. Donc, on voit que c'est essentiellement en fin de trajectoire que se produise la plus grande densité d'ionisation liée aux particules alpha ou aux protons. Ceci permet de comprendre que lorsqu'un tissu biologique est exposé à ce type de particules, eh bien, l'essentiel de l'énergie soit délivré à une profondeur très précise qui correspond au parcours de la particule lourde. Donc un phénomène de distribution de l'énergie dans la matière très différent de ce qui se produit avec les électrons. Ceci, encore une fois, parce que les interactions se font avec les électrons du milieu. Donc lorsque la particule incidente est un électron, eh bien les interactions se font entre particules de masse égale, alors que lorsqu'il s'agit d'un proton ou a fortiori d'une particule alpha, la masse de la particule incidente est très supérieure à la masse des électrons rencontrés. Donc nous avons envisagé les mécanismes d'interaction en disant que c'était essentiellement des interactions électriques à distance. Nous avons envisagé les conséquences sur la particule, qui sont un ralentissement jusqu'à l'arrêt complet et jusqu'à épuisement de l'énergie de la particule incidente, avec des différences entre les électrons et les particules lourdes. Eh bien, maintenant, voyons dans un troisième temps quelles sont les conséquences de l'interaction des particules chargées sur le milieu rencontré. Nous avons suggéré tout à l'heure que ces effets étaient de trois types, que nous allons maintenant un petit peu plus détailler. Transfert thermique, excitation, ionisation. Lorsque le transfert d'énergie, que nous avons appelé grand Q, est très faible, ce qui, rappelons-le, correspond à une interaction soit très à distance, soit à très grande vitesse, eh bien, les effets sont purement thermiques, c'est-à-dire que l'interaction va simplement augmenter la température locale, c'est-à-dire l'agitation atomique. Ceci est en général sans aucune conséquence sur la matière traversée. Si l'énergie transférée grand Q augmente, mais qu'elle reste inférieure à 13 électronvolts, ou si on veut être puriste 13,6 comme nous l'avons vu, eh bien les électrons peuvent changer d'orbital au niveau de l'atome, mais ils vont rester liés à leur atome. On parle donc de phénomène d'excitation. Bien évidemment, ceci va être suivi d'une désexcitation de l'atome, avec une transition électronique qui, comme nous l'avons déjà vu, va entraîner l'émission de photons X de fluorescence. Et puis, si l'énergie transférée augmente encore, eh bien peuvent apparaître à ce moment-là des phénomènes d'ionisation. Soit d'ionisation simple, un électron est arraché à son atome, soit, dans certains cas de probabilité faible mais qui ont une grande importance,
un électron est arraché avec une énergie cinétique considérable qui en fait un électron secondaire, et on appelle ces électrons secondaires des électrons delta. Les phénomènes d'ionisation, donc simples, vont se produire le long de la trajectoire de la particule incidente, et si l'un de ces électrons arrachés a une énergie cinétique très élevée, il devient un électron secondaire de type delta. Pour comprendre la distribution de l'énergie dans la matière par interaction d'une particule chargée, il faut noter cette règle approximative, mais qui est fondamentale, qui est que la probabilité de survenue d'une interaction au cours de laquelle est transférée une quantité d'énergie grand Q est proportionnelle à l'inverse de cette énergie au carré. Autrement dit, plus l'énergie transférée est grande, plus la probabilité de l'interaction correspondante est faible. Ceci s'explique si l'on rappelle la formule que nous avons vue précédemment. En effet, pour qu'un transfert d'énergie soit élevé, cela suppose que l'interaction se fasse à courte distance, ce qui bien évidemment n'est pas le cas le plus fréquent, et qu'elle se fasse avec une vitesse faible. Donc, on conçoit que les transferts d'énergie aient beaucoup plus de chances de se faire avec une faible valeur qu'avec une valeur élevée. Il n'empêche que, pour être rares, les transferts d'énergie à valeur élevée ont bien sûr une importance en termes de conséquences sur la matière qui est prépondérante. Donc, si l'on redit la même chose, eh bien, on en conclut que les chocs à faible transfert, donc à distance élevée, sont plus nombreux puisque leur probabilité est plus élevée. A l'inverse, les chocs à transfert élevé, c'est-à-dire à distance courte, sont plus rares. Il résulte de tout ça que l'énergie perdue par la particule le long d'un segment de distance de la trajectoire va se répartir d'une façon que nous ne démontrerons pas, mais très schématiquement, tout d'abord en 40% de transfert avec une quantité d'énergie transférée supérieure à 100 électronvolts, et ceci correspond aux électrons delta. 30% de transfert compris entre 10 et 100 électronvolts, qui correspondent donc à des phénomènes d'ionisation, et 30% de transfert inférieur à 10 électronvolts, qui correspondent donc à des simples excitations ou transferts thermiques. Alors attention, il ne s'agit pas, lorsqu'on parle de ces pourcentages, il ne s'agit pas du nombre d'interactions, il s'agit de la quantité, du pourcentage de l'énergie perdue sous forme soit d'électrons delta, soit d'ionisation, soit d'excitation et de transfert thermique. Comment expliquer ces pourcentages par rapport aux probabilités des différents événements? Eh bien, en rappelant que les transferts de type delta sont certes rares, mais correspondent à des quantités d'énergie importantes. Donc, lorsqu'on combine leur fréquence qui est faible avec leur quantité énergétique qui est élevée, on aboutit schématiquement et statistiquement à dire que 40% de l'énergie de la particule incidente est perdue sous forme d'électrons delta. Les phénomènes d'ionisation sont plus fréquents mais sont moins efficaces, et donc globalement ils ne représentent que 30% de l'énergie transférée.
Et puis le reste, 30% également, est représenté par des phénomènes très fréquents, mais très peu efficaces, qui sont les excitations et les transferts thermiques. Donc, l'énergie ΔE perdue par la particule le long d'un segment ΔX de la trajectoire. 40% sous forme de transfert d'électrons delta, 30% sous forme d'ionisation, 30% sous forme d'excitation et de transfert thermique. Cette répartition est constante au cours de la trajectoire de la particule. En effet, elle dépend peu de la vitesse et de la charge de la particule. Donc elle dépend peu du pouvoir de ralentissement. Elle est donc constante tout au long de la trajectoire de la particule. De plus, cette répartition sera la même pour les électrons delta que nous avons appelés des électrons secondaires. De sorte que, après épuisement des électrons secondaires, lorsqu'on combine les pourcentages qui sont là et qu'on les réintroduit au niveau des électrons delta, eh bien, on arrive à montrer que, schématiquement bien sûr, 50% de l'énergie de l'électron incident aura été transférée à la matière sous forme d'ionisation. Les 50% restants correspondent à des phénomènes d'excitation et de transfert thermique. Donc, ceci est fondamental, car lorsque nous verrons que ce sont les phénomènes d'ionisation qui ont des conséquences sur le plan radiobiologique, eh bien, on en conclut que la moitié seulement de l'énergie des particules incidentes aura des conséquences délétères, éventuelles, sur les tissus biologiques. Une autre façon d'envisager le transfert d'énergie, donc de la particule chargée à la matière, c'est d'aller au-delà de la notion de pouvoir d'arrêt, au niveau d'une très petite portion de la trajectoire. On parle donc, pour chaque point de la trajectoire, du transfert linéique d'énergie. C'est la quantité d'énergie transférée au milieu par la particule incidente par unité de longueur de trajectoire. Donc ceci s'exprime en kiloélectronvolts par micron, et pour des particules de vitesse faible par rapport à celle de la lumière, nous n'envisagerons pas le cas des particules relativistes, c'est-à-dire dont la vitesse approche celle de la lumière. Donc, pour des particules non relativistes, eh bien, le transfert d'énergie linéique est proportionnel au carré de la charge, inversement proportionnel au carré de la vitesse de la particule, proportionnel au nombre d'atomes par unité de volume de la cible, noté petit n, est proportionnel au numéro atomique grand Z du milieu. Donc, ceci veut dire que le transfert d'énergie linéique dépend à la fois des caractéristiques de la particule incidente et des caractéristiques du milieu traversé. Ceci, bien sûr, permet de résumer l'ensemble de ce que nous avons dit jusqu'à présent. Les interactions des particules chargées seront d'autant plus probables que le nombre d'atomes et le numéro atomique, c'est-à-dire finalement la densité électronique du milieu traversé, est élevé. La densité linéique d'ionisation, elle, est le nombre de paires d'ions créés par la particule incidente par unité de longueur de la trajectoire, et comme je l'ai déjà dit, ceci conditionne les effets biologiques, puisque ce sont les phénomènes d'ionisation qui ont des conséquences biologiques. Si on appelle oméga I l'énergie moyenne transférée pour chaque ionisation, eh bien on voit que le transfert d'énergie linéique est le produit de la densité linéique d'ionisation par l'énergie moyenne d'une ionisation. Alors, il y a une confusion à éviter à propos de cette énergie moyenne par ionisation, oméga I.
En effet, ce qui est rappelé dans la première phrase sur cette diapositive, c'est le fait que la moitié de l'énergie, finalement, après interaction avec les électrons, mise en jeu des électrons delta, etc., la moitié donc de l'énergie se traduit par des phénomènes d'ionisation. Ce qui veut dire que l'énergie moyenne par ionisation est en fait le double de l'énergie nécessaire à cette ionisation. Donc l'énergie absorbée en moyenne pour chaque ionisation n'est pas l'énergie d'ionisation elle-même, c'est le double, puisque la moitié de l'énergie transférée est en fait perdue sous forme de chaleur et de phénomènes d'excitation. Donc l'énergie nécessaire pour créer une paire d'ions, qui dépend peu de la vitesse et de la charge des particules, je vous le rappelle, mais essentiellement du milieu traversé, est le double de l'énergie d'ionisation elle-même. Par exemple dans l'eau, où une ionisation demande 16 électronvolts, eh bien oméga I, énergie absorbée moyenne par ionisation, sera du double, à savoir de 32 électronvolts. Donc, en résumé, les interactions des particules chargées sur la matière peuvent avoir des effets thermiques, entraîner des excitations, entraîner des ionisations, soit simples, soit en grappe, soit sous forme d'électrons delta. Et nous allons maintenant envisager les interactions des rayonnements non directement ionisants, les rayonnements indirectement ionisants, et qui sont essentiellement pour nous représentés par les photons. Donc après avoir vu les interactions des particules chargées avec la matière, envisageons les interactions des photons avec la matière. Il faut tout d'abord rappeler que les photons sont des rayonnements électromagnétiques qu'on peut voir, vous le savez, de deux façons. Tout d'abord, les rayonnements électromagnétiques peuvent être considérés comme la propagation perpendiculairement d'un champ électrique et d'un champ magnétique de façon sinusoïdale. Donc ceci est la théorie ondulatoire des rayonnements électromagnétiques. Mais on peut, et c'est surtout comme ça que nous les envisagerons, envisager les rayonnements électromagnétiques comme des quantums d'énergie qui se propagent, et ce qu'on appelle donc les photons notés H nu. La figure que vous avez sous les yeux rappelle que les rayonnements électromagnétiques, donc les photons, peuvent revêtir une gamme d'énergie extrêmement large. En effet, l'énergie des photons peut aller de 10 puissance moins 9 électronvolts dans le domaine des ondes radio, ce qui est tout en bas du graphe, jusqu'à des valeurs de 10 puissance plus 9, donc des giga-électronvolts, dans le domaine de certains rayons X, de certains rayonnements cosmiques. Cette énergie, cette plage d'énergie considérablement étalée, permet de comprendre que les interactions des photons avec la matière sont extrêmement divers et doivent être bien sûr discutés en fonction de l'énergie. Rappelons donc ce que nous avons déjà dit, tout d'abord, qui est que pour qu'un photon ait un effet sur la matière, il doit commencer par communiquer son énergie à la matière, et les phénomènes d'ionisation secondaire, puisqu'on parle de rayonnement indirectement ionisant, n'apparaîtront qu'à partir du moment où le photon incident aura été capable d'arracher un premier électron à la matière. Puisque l'énergie minimale pour arracher un électron d'un atome d'hydrogène est de 13 électronvolts, eh bien, il existe une limite schématisée ici par la ligne bleue pointillée entre les photons de faible énergie qui ne seront jamais responsables d'ionisation et les photons situés au-delà de cette énergie, donc supérieurs à 13 électronvolts, qui, eux, pourront induire des phénomènes d'ionisation secondaire. Donc, on voit que dans le domaine des photons non ionisants,
On va rencontrer les ondes radio, les ondes radar, les micro-ondes et les photons lumineux, tout au moins dans le domaine infrarouge et dans le domaine visible. Et puis qu'au-delà de 13 électronvolts, dans le domaine des photons potentiellement ionisants, on rencontre la lumière ultraviolette et puis les rayons X et les rayons gamma. Rappelons qu'il n'y a pas de différence de nature entre ces différents rayonnements, qu'ils soient lumineux, X ou gamma, et que c'est leur origine qui leur donne des noms différents. Les rayons X proviennent des atomes, soit par freinage d'une particule incidente, et ce sont les rayons X de freinage, soit par fluorescence, par désexcitation de l'atome. Quant aux rayons gamma, ils sont issus, eux, du noyau, après une désintégration radioactive, et ce sont donc, ils correspondent à des phénomènes de désexcitation des noyaux, après transformation nucléaire. Donc, les rayonnements électromagnétiques auxquels nous allons nous intéresser, laissons de côté les rayons ultraviolets, sont d'une part les rayons gamma et d'autre part les rayons X, que ce soit des rayons X de freinage, dont je rappelle qu'ils ont un spectre continu, ou les X de fluorescence, encore appelés X de réarrangement, qui eux ont un spectre de ray puisqu'ils sont monoénergétiques. Alors, pourquoi on appelle ces rayonnements des rayonnements indirectement ionisants? Eh bien, c'est parce que leur interaction avec la matière va se faire en deux temps. Dans un premier temps, il y a interaction du photon avec un atome ou un électron du milieu. Ce qui est fondamental, c'est de bien comprendre que cette interaction n'est en aucun cas obligatoire. Elle va se faire de manière bien sûr pas aléatoire, mais avec une probabilité bien connue. Cette probabilité est responsable de ce qu'on appelle la loi d'atténuation des photons dans la matière. En effet, cette probabilité correspond à un coefficient d'atténuation ou un coefficient d'absorption des photons dans la matière. Nous allons y revenir en envisageant plus tard à quoi correspond cette loi d'atténuation. Ce qu'il faut retenir pour le moment, c'est que soit le photon interagit avec un électron et nous allons assister à des phénomènes d'ionisation secondaire, soit le photon n'interagit pas et un photon peut traverser une grande épaisseur de matière sans interagir, auquel cas il ne se passe rien en termes de transfert d'énergie. Nous avons dit tout à l'heure que les particules chargées, elles, épuisaient totalement leur énergie dans la matière. On voit qu'ici les photons, eux, peuvent donner un transfert d'énergie, mais peuvent aussi traverser la matière sans interagir. On conçoit donc que, du point de vue des conséquences sur la matière, et notamment en radiobiologie, les photons ne doivent pas être considérés du tout de la même manière que les particules chargées. Supposons que, donc, dans un premier temps, le photon est interagi avec un électron du milieu. Cet électron, une certaine énergie lui est communiquée, il est donc mis en mouvement, et à ce moment-là, on se retrouve avec un électron dans la matière, c'est-à-dire qu'on se trouve ramené au cas précédent, lorsque nous avons envisagé les interactions des électrons avec la matière. Donc l'électron, éventuellement mis en mouvement par absorption d'un photon, se comporte alors comme une particule chargée. Il va être responsable de phénomènes d'excitation et d'ionisation, et de transfert thermique bien sûr, et donc on se retrouve ramené au cas précédent. Mais on parle à ce moment-là de phénomènes d'ionisation secondaire, et voilà pourquoi les photons sont appelés des rayonnements indirectement ionisants. Il en va du reste de même avec les particules neutres comme les neutrons, que nous ne détaillerons pas, mais qui, de la même façon, peuvent traverser la matière sans interagir, puisqu'il n'y a pas d'interaction coulombienne, mais éventuellement peuvent percuter un électron, et à ce moment-là, être responsables de ionisation secondaire. Nous n'envisagerons pas plus en détail le cas des neutrons pour nous intéresser uniquement aux photons. Premier temps donc, puisqu'il s'agit de rayonnements indirectement ionisants qui doivent tout d'abord interagir avec un électron du milieu, eh bien,
Cette interaction n'est pas systématique, elle survient avec une certaine probabilité, mais de plus, cette interaction peut revêtir plusieurs types. Autrement dit, il y existe plusieurs mécanismes d'interaction d'un photon avec la matière. Nous n'envisagerons pas les interactions des photons avec les noyaux, et nous nous focaliserons uniquement sur les interactions des photons avec les électrons. Il existe trois types principaux d'interaction qui sont l'effet photoélectrique, l'effet Compton et, beaucoup plus accessoirement, dans la gamme d'énergie à laquelle nous nous intéresserons, l'effet de création de paires. Il existe d'autres types d'effets que nous n'envisagerons pas parce qu'ils sont beaucoup plus rares et beaucoup moins intéressants en radiobiologie. Envisageons donc les différents types d'interaction des photons avec la matière. Tout d'abord, l'effet photoélectrique. L'effet photoélectrique est un processus tout à fait singulier, puisque, en réalité, bien qu'on parle d'interaction avec un électron, il s'agit là de l'absorption en totalité globale d'un photon par un atome. L'effet photoélectrique est un effet de type quantique et correspond à un phénomène de résonance entre l'énergie du photon incident et un des niveaux d'énergie des orbitales électroniques de l'atome. Autrement dit, l'effet photoélectrique a d'autant plus de probabilité de se produire que son énergie est proche de l'énergie de liaison d'un électron de l'atome. Ce phénomène de résonance permet à l'atome d'absorber la totalité de l'énergie du photon incident et secondairement, l'énergie communiquée à l'atome est communiquée à un électron qui se trouve éjecté avec une énergie cinétique qui est schématiquement égale à l'énergie du photon incident moins l'énergie de liaison de cet électron. Ce qu'il faut retenir de l'effet photoélectrique, c'est qu'il s'agit d'une absorption en totalité du photon incident. Il ne s'agit pas d'une interaction directe entre le photon et un électron, mais l'énergie est quand même communiquée en totalité au photoélectron, ou plus exactement, presque en totalité, puisqu'il faut en défalquer l'énergie de liaison de cet électron. Donc, retenez, effet photoélectrique égale phénomène d'absorption totale. À l'opposé, l'effet Compton est quelque chose de très différent, puisque, bien que ceci ne corresponde pas du point de vue physique à la réalité, on peut considérer là qu'il y a collision directe entre le photon et un électron donné. On parle donc de choc élastique, ce qui est bien sûr une dénomination imagée, mais impropre. Pour ce que nous devons considérer, la notion de choc élastique est parfaitement suffisante. Donc le photon incident rencontre l'électron et de ce choc élastique va résulter d'une part la communication d'une certaine quantité d'énergie à l'électron qui va se traduire par la mise en mouvement de cet électron avec une certaine énergie cinétique et d'autre part la réémission d'un photon diffusé qui a une énergie bien évidemment inférieure à celle du photon incident et dont la direction va varier par rapport à celle du photon incident avec un angle θ. La somme de l'énergie cinétique communiquée à l'électron et de l'énergie du photon diffusé est bien évidemment égale à l'énergie du photon incident. L'énergie cinétique communiquée à l'électron, bien sûr, répond à l'équation qui établit l'équivalence entre la masse et l'énergie, et il faut se souvenir que la masse de l'électron multipliée par le carré de la lumière correspond à une énergie de 511 kV. Alors l'effet Compton et ses équations peuvent effrayer dans un premier temps, mais l'effet Compton est parfaitement modélisable en termes de transfert d'énergie,
Et l'on peut calculer avec les formules que vous avez sous les yeux l'énergie communiquée à l'électron, W, et l'énergie du photon diffusé, noté grand E indice petit d. On voit dans ces équations qu'interviennent la masse ou l'équivalent énergétique de la masse de l'électron, mc2, qu'intervient l'angle, bien sûr, de l'interaction et de la réémission du photon diffusé. Et donc, il faut retenir de ces équations qu'en cas de choc tangentiel, lorsque l'angle θ est égal à 0, eh bien, l'énergie du photon diffusé est égale à l'énergie du photon incident, ce qui, par conséquent, veut dire que l'énergie WE communiquée à l'électron est égale à 0. Ce choc tangentiel correspond en fait à l'absence d'interaction. C'est le cas limite au niveau duquel le photon ne fait qu'effleurer, entre guillemets, l'électron rencontré. A l'inverse, le choc frontal correspond au cas de figure où le photon percute de plein fouet l'électron. À ce moment-là, l'angle de réémission du photon diffusé est de 180 degrés. Autrement dit, le photon diffusé repart dans la direction d'où venait le photon incident. Eh bien, on voit que dans ce cas-là, que l'énergie transférée à l'électron est maximale et que l'énergie du photon diffusé est minimale. Mais pour autant, l'énergie du photon diffusé n'est pas nulle, et donc il faut retenir de l'effet Compton que la totalité de l'énergie du photon incident ne peut pas être communiquée à l'électron. Autrement dit, en aucun cas, l'effet Compton, contrairement à l'effet photoélectrique, ne peut correspondre à un phénomène d'absorption totale. Donc les équations qui précèdent sont tirées du fait qu'il y a conservation lors de l'effet Compton de la quantité de mouvement et de l'énergie totale. Ce qu'il faut en retenir essentiellement, c'est que l'énergie qui va être absorbée par la matière est l'énergie communiquée à l'électron, tandis que l'énergie du photon diffusé correspond à de l'énergie perdue qui va s'échapper du milieu. Sur cette diapositive est figuré donc le premier cas de figure extrême, qui est celui du choc tangentiel, où en réalité le photon diffusé est égal au photon incident et l'énergie cinétique communiquée à l'électron est nulle. Donc dans ce cas limite du choc tangentiel, il n'y a pas d'énergie communiquée à l'électron et donc il n'y a pas d'énergie absorbée par le milieu. Donc l'autre cas limite, c'est celui où le choc, entre guillemets, entre le photon incident et l'électron est frontal. Et donc dans ce cas-là, le photon diffusé repart avec 180 degrés par rapport au photon incident. C'est pourquoi on le nomme photon rétrodiffusé. Dans ce cas, l'énergie communiquée à l'électron est maximale. C'est le cas où l'énergie absorbée par le milieu du fait de l'effet Compton sera maximale. Et la valeur de l'énergie communiquée à l'électron est donc donnée par la formule qui figure ici, c'est l'énergie W indice petit e. Par voie de conséquence, l'énergie du photon diffusé est minimale. Dans ce cas-là, la valeur du photon diffusé est minimale lorsqu'il s'agit d'un photon rétrodiffusé. Bien sûr, entre le choc tangentiel et le choc frontal, tous les cas de figure seront possibles. Il faut retirer aussi des équations précédentes que le rapport entre l'énergie absorbée, donc l'énergie communiquée à l'électron, et l'énergie diffusée qui correspond à l'énergie emportée par le photon diffusé est proportionnel, ce rapport est proportionnel à l'énergie incident. Or, ce qui compte pour les effets radiobiologiques, c'est bien évidemment l'énergie absorbée, donc l'énergie communiquée à l'électron. Et cette énergie varie entre 0 et l'expression énergie du photon incident, facteur de 2 fois cette énergie sur mc au carré plus 2 fois l'énergie. Il résulte des équations précédentes et de cette proportionnalité à l'énergie du photon incident deux phénomènes qui méritent d'attirer notre attention. La première, c'est que
plus l'énergie du photoincident augmente, plus les électrons Compton vont être dirigés vers l'avant. Par rapport à la direction du photoincident, la direction des électrons est toujours vers l'avant. Mais on voit que plus l'énergie incidente augmente, ce qui est le cas sur la figure, entre la figure petit a, où il s'agit d'un photon de faible énergie, jusqu'à petit c, où l'énergie est plus grande, eh bien on voit que les électrons Compton sont de plus en plus projetés vers l'avant. Il en va également de même pour le photon diffusé, qui en cas de photon incident de faible énergie s'oriente dans toutes les directions de l'espace, comme on peut le voir sur la figure petit a. Et puis lorsque l'énergie du photon incident augmente, on voit que les photons diffusés ont tendance aussi à se grouper dans la même direction que celle du photon incident. Bien sûr, à l'échelle cellulaire, en termes de conséquences biologiques, ceci aura de l'importance. La deuxième conséquence qui est liée à ce qui précède, c'est que le rapport qu'on a vu précédemment augmente en fonction de E, et donc plus l'énergie du photon incident est grande, plus le rapport E sera lui-même élevé, c'est-à-dire que la fraction d'énergie transférée à l'électron est grande. Donc les conséquences radiobiologiques de l'effet Compton seront d'autant plus importante que l'énergie du photon incident sera grande. Nous avons évoqué donc l'effet photoélectrique qui correspond à une absorption totale, l'effet Compton, improprement appelé choc élastique entre le photon incident et l'électron du milieu. Nous allons très rapidement, pour être complet, évoquer un troisième effet possible des photons sur la matière qui est l'effet de création de paires. Vous vous souvenez que lorsque un positon est émis par un atome radioactif, émetteur β+, eh bien ce positon a un très court parcours dans la matière et qu'il va ensuite s'annihiler avec un électron pour donner deux photons de 511 keV émis à 180 degrés. Eh bien ces deux photons de 511 keV réalisent une énergie totale de 1,022 MeV ou 1022 keV. Et ceci correspond donc à l'équivalent énergétique des deux particules que sont le positon et l'électron. Eh bien, si nous considérons un photon d'énergie supérieure à 1,022 MeV, la théorie prévoit qu'il est possible que, en interagissant dans le milieu, ce photon se matérialise en une paire positon-électron. L'électron est émis avec une certaine énergie et va voir cette énergie absorbée dans le milieu. Quant au positon, il en fait de même, mais lorsqu'il est à l'arrêt, il va à nouveau s'annihiler avec un électron du milieu et restaurer deux photons de 511 keV. Donc cet effet nous concerne assez peu, il est assez théorique, dans la mesure où en médecine et en biologie, on utilise exceptionnellement des photons d'une énergie supérieure à 1,022 MeV. Donc pour tous les photons auxquels nous avons affaire au quotidien, eh bien l'effet de création de paires n'est tout simplement pas possible puisque l'énergie n'est pas suffisante. Donc nous ne parlerons pas davantage de cet effet de création de paires. Voilà donc que ça c'était pour rappeler que le positon va ensuite s'annihiler avec un électron du milieu. Alors, il y a quand même une petite notion à rajouter à propos de l'effet de création de paires, c'est qu'il est rare non seulement parce qu'on a rarement affaire à des photons d'énergie supérieure à 1,022 MeV, mais aussi parce qu'en réalité, sa probabilité de survenue augmente lorsque ces photons, donc d'énergie très élevée, passent à proximité d'un noyau. Par conséquent, cet effet a d'autant plus de chances de se produire que le numéro atomique Z de la cible est élevé. Donc le coefficient d'atténuation linéaire lié à la création de paires, que l'on note π, augmente comme le numéro atomique Z de la cible. Et ce qu'il faut donc retenir, c'est qu'il est nul pour des valeurs d'énergie des photons inférieures à 1,022 MeV et qu'il ne devient significatif que pour des valeurs bien plus élevées et surtout dans des matériaux AZ élevés. Nous avons donc vu
schématiquement les trois principaux mécanismes par lesquels les photons interagissent avec la matière. Nous allons maintenant, toujours dans le cadre des interactions des photons avec la matière, envisager ce qu'il est convenu d'appeler la loi d'atténuation. Ceci pour rappeler que, contrairement aux particules chargées qui épuisent 100% de leur énergie dans la matière, les photons, eux, vont interagir avec une certaine probabilité, et donc l'interaction d'un photon avec la matière n'est pas systématique. Cette interaction obéit à une loi de probabilité précise qui est ni plus ni moins que cette fameuse loi d'atténuation. En effet, si l'on considère un flux de photons avec un nombre de photons en un point donné égal à grand N, eh bien les interactions avec la matière font que ce nombre de photons dans le faisceau évolue en diminuant par interaction, et en un point et à un instant donné, la variation du nombre de photons est égale à dn égale moins mu dx. Dx est le petit élément de distance parcourue par le faisceau, et mu correspond à un coefficient qu'on appelle coefficient d'atténuation. Ce coefficient quantifie la probabilité d'interaction des photons avec la matière, qui va bien sûr dépendre de l'énergie des photons d'une part, et des caractéristiques de la matière traversée d'autre part. Lorsqu'on intègre cette expression, on obtient l'équation n de x, c'est-à-dire le nombre de photons en un point donné, qui est égal au nombre de photons à l'entrée du faisceau dans la matière, n0, que multiplie exponentielle de moins mu x. Autrement dit, le nombre de photons en fonction de la distance parcourue dans la matière évolue comme une loi exponentielle décroissante. Ceci correspond donc à ce qu'on appelle la loi d'atténuation du faisceau de photons, et on voit que le nombre de photons va décroître avec la distance en fonction du coefficient d'absorption mu. Coefficient d'absorption, il vaut mieux dire coefficient d'atténuation, parce que nous allons voir que ce coefficient peut correspondre à plusieurs phénomènes. C'est ce qui est schématisé ici sur la figure de gauche. Le photon peut schématiquement avoir trois destinées dans une épaisseur de matière traversée. Soit il traverse cette matière sans interagir, c'est ce qu'on appelle le faisceau transmis. Soit le photon va être absorbé en totalité, et ceci correspond à une absorption totale, le plus souvent par effet photoélectrique. La troisième possibilité, c'est que le photon interagisse, mais génère un photon diffusé. Auquel cas, la totalité de l'énergie du faisceau incident n'est pas absorbée dans la matière, mais elle est perdue par le faisceau, par absorption d'une part, et sous forme de photons diffusés d'autre part. Lorsqu'on considère ce qui est absorbé par la matière, il faut bien sûr déduire l'énergie des photons diffusés pour faire le raisonnement. Sur la figure de droite apparaît une autre donnée importante lorsqu'on parle de loi d'atténuation. Conformément à une équation exponentielle décroissante, eh bien, on voit que chaque fois que le faisceau traverse une épaisseur de matière donnée, le nombre de photons est divisé par 2. Cette épaisseur de matière qui diminue le nombre de photons par 2 est appelée couche de demi-absorption, ou CDA en abrégé. Et bien sûr, chaque fois qu'on rajoute une couche de demi-absorption, on diminue à nouveau le faisceau par 2. Donc après avoir traversé une CDA, le faisceau est diminué de moitié. Après avoir traversé 2 CDA, il est diminué d'un facteur 4. Après 3 CDA, d'un facteur 8, ainsi de suite. Ce qui fait qu'après 10 CDA, on a diminué le faisceau d'un facteur 2 à la puissance 10, soit environ 1 millième. Et on considère donc que 10 CDA arrêtent la quasi-totalité d'un faisceau de photons incidents. Ce coefficient d'atténuation peut être décomposé en fonction des différents mécanismes d'interaction. Nous allons y revenir.
Voyons tout d'abord ce qu'on entend par coefficient linéaire d'atténuation et coefficient massique d'atténuation. Le coefficient linéaire d'atténuation, c'est ce que nous venons d'envisager. Il est égal à mu, son unité, et les centimètres moins 1. Ce coefficient linéaire d'atténuation a pour inconvénient de dépendre de la densité du milieu, et donc la comparaison d'un milieu à l'autre est difficile. C'est pourquoi on préfère utiliser le coefficient massique d'atténuation, qui est le coefficient mu divisé par la masse volumique du milieu. Mu sur ρ, ainsi déterminé, est exprimé en centimètres carrés par gramme. Et il rend directement possible la comparaison entre des milieux de densités différentes. La remarque suivante qu'il ne faut pas oublier, et que nous avons déjà envisagée tout à l'heure, c'est que l'énergie transférée, c'est-à-dire l'énergie perdue par le faisceau, n'est pas, dans tous les cas, égale à l'énergie absorbée par le milieu. La différence correspond à l'énergie emportée par le rayonnement diffusé. Donc il ne faut pas envisager de la même façon l'énergie perdue par le faisceau et l'énergie absorbée par le milieu. Une autre conséquence de ceci, c'est que l'atténuation du faisceau et l'absorption sont deux phénomènes différents. L'atténuation intègre les phénomènes de diffusion, alors que l'absorption par le milieu ne tient pas compte de l'énergie des photons diffusés. Donc, comme nous l'avons dit, le coefficient d'atténuation peut être décomposé en fonction des différents effets. Il ne faut pas oublier que ce coefficient d'atténuation correspond à une probabilité d'interaction du photon avec le milieu. Donc cette probabilité revêt une certaine valeur pour l'effet photoélectrique, une certaine valeur pour l'effet Compton et éventuellement une certaine valeur pour l'effet de création de paires. Voyons d'abord le coefficient d'atténuation de l'effet photoélectrique. Il est noté tau, et pour parler de coefficient massique, on le note tau sur ρ étant la masse volumique du milieu. Eh bien, le coefficient massique d'atténuation par effet photoélectrique est schématiquement proportionnel au cube du nombre atomique du milieu et inversement proportionnel au cube de l'énergie des photons incidents. Ceci a une conséquence très importante, c'est que l'effet photoélectrique a une probabilité qui augmente très rapidement avec le numéro atomique du milieu. Et, pour la même raison, cette probabilité, ce coefficient d'atténuation par effet photoélectrique diminue extrêmement rapidement avec l'énergie. On comprend donc que l'effet photoélectrique sera surtout concerné dans les milieux de Z élevés et pour les photons de relativement faible énergie. Rappelons qu'il s'agit d'un effet se traduisant par une absorption totale, ou plus exactement subtotale, puisque le photoélectron, qui résulte de l'effet photoélectrique, a une énergie cinétique qui est l'énergie du photon incident moins l'énergie de liaison de l'électron. Mais il n'est pas faux de parler d'absorption totale en termes de conséquences pour le milieu. Enfin, n'oublions pas qu'il existe aussi des phénomènes de réarrangement après émission de l'électron photoélectrique et que ces réarrangements des couches électroniques se traduisent par des photons X de fluorescence ou l'émission d'électrons Auger, comme nous l'avons vu précédemment. Bien évidemment, ces photons X de fluorescence ou l'énergie des électrons Auger ont une signification différente puisque les électrons Auger ont une énergie absorbée tandis que les photons X correspondent à de l'énergie perdue comme les photons de diffusion. Donc en fonction de ces phénomènes de réarrangement, l'absorption par effet photoélectrique est plus ou moins totale et sa valeur est plus ou moins proche de la valeur du photon incident. Mais on peut négliger ces
différence est considéré, d'un point de vue radiobiologique, que l'effet photoélectrique correspond bien à une absorption totale. Il faut faire une autre remarque à propos de l'effet photoélectrique, c'est que, vous vous souvenez, on a dit qu'il correspondait à un phénomène de résonance et qu'il était géré par la mécanique quantique qui veut que l'énergie du photon est absorbée globalement par l'atome dans son intégralité et pas par un électron particulier. Ceci veut dire que la probabilité de l'effet photoélectrique augmente lorsque l'énergie des photons incidents est proche de l'énergie de liaison d'un électron. C'est pourquoi, si l'on considère un matériau lourd comme le plomb, et rappelons que l'effet photoélectrique est beaucoup plus probable lorsqu'on est dans un matériau de Z élevé, eh bien on voit que dans un tel matériau lourd, la probabilité de l'effet photoélectrique, qui diminue avec l'énergie, réaugmente brutalement lorsqu'on arrive sur le niveau d'énergie d'une couche électronique, et ceci est visible dans le cas du plomb, pour l'énergie de la couche L et pour l'énergie de la couche K. Donc la probabilité d'effet photoélectrique diminue avec l'énergie, mais subit des rehaussements en regard de l'énergie de liaison des différentes couches électroniques. Bien sûr, ce phénomène n'est pas retrouvé dans les matériaux légers comme l'eau, puisqu'il n'y a qu'une couche électronique concernée. Donc on voit globalement sur cette figure tout ce qui concerne l'effet photoélectrique, décroissance rapide avec l'énergie, puisque ça décroît comme l'énergie au cube, et variation rapide dans le sens d'une augmentation lorsque Z augmente, puisque l'effet photoélectrique a une probabilité proportionnelle à Z au cube. Qu'en est-il de l'atténuation par effet Compton? Eh bien là, le coefficient massique d'atténuation par effet Compton a pour caractéristique d'être pratiquement indépendant de Z. Il est donc indépendant du milieu. Ceci a des conséquences importantes, c'est que l'effet Compton a une probabilité à peu près similaire dans tous les matériaux, que ce soit des matériaux lourds ou des matériaux légers. Quant à l'influence de l'énergie, eh bien, elle est nettement moins prononcée que pour l'effet photoélectrique. La probabilité d'interaction par effet Compton décroît avec l'énergie, mais de manière beaucoup moins prononcée, puisque schématiquement, la probabilité de l'effet Compton varie à peu près comme l'inverse de l'énergie. Lorsqu'on considère l'ensemble des trois phénomènes, et je n'ai pas reparlé de l'effet de création de paires, qui ne survient donc que dans les énergies très élevées, eh bien, on peut décomposer l'équation de la loi d'atténuation de la manière suivante, avec un facteur E moins taux X qui est lié à l'effet photoélectrique, un facteur E moins sigma X qui est lié à l'effet Compton, et un facteur E moins pi X qui est lié à l'effet de création de paires. Retenons que dans l'eau, dans les matériaux légers, donc par assimilation dans les milieux biologiques qui vont nous intéresser, eh bien l'effet prédominant sera l'effet Compton pour la gamme de photons la plus souvent rencontrée, c'est-à-dire allant de 50 kV à 20 MeV. Au-delà de 20 MeV, il faudrait prendre en considération l'effet de création de paires, et ce n'est dans un tel matériau de Z faible qu'en dessous de 50 kV que l'effet photoélectrique cesse d'être négligeable. Donc dans les situations médicales les plus courantes, il faut retenir que les photons interagissent dans les tissus presque exclusivement par effet Compton. On peut représenter tout ce qui vient d'être dit par le schéma suivant en fonction du matériau. Ici, c'est le schéma qui correspond
à la loi d'atténuation dans le plomb, ou plus exactement à la représentation des probabilités d'interaction, donc des coefficients d'absorption ou d'atténuation en fonction de l'énergie à l'intérieur du plomb. Eh bien, on retrouve la courbe qui donne la valeur de l'effet photoélectrique, de la probabilité de l'effet photoélectrique en fonction de l'énergie, avec les discontinuités de la couche L et de la couche K. On retrouve schématisé en bleu la courbe de la probabilité de l'effet Compton et tout à fait à droite la courbe représentant la probabilité d'effet de création de paires qui n'existe donc qu'aux énergies très élevées. La courbe en trait plein correspond à la somme des trois phénomènes et donc on voit que jusqu'à des énergies d'environ 1 mégaélectronvolt, dans le plomb, c'est l'effet photoélectrique qui prédomine, ce qui explique que le plomb soit un très bon matériau pour arrêter les photons et donc s'en protéger. A l'inverse, dans un matériau léger, comme les tissus biologiques, ici il s'agit de l'aluminium, mais on peut considérer que c'est la même chose, eh bien on voit que l'effet photoélectrique, qui est la courbe la plus à gauche, diminue très rapidement avec l'énergie, et donc devient rapidement négligeable, et que dans toute la gamme d'énergie que nous considérons habituellement, c'est l'effet Compton qui est prédominant, et la courbe résultante dans cette gamme d'énergie recouvre essentiellement la courbe de valeur de la probabilité de l'effet Compton. La création de paires reste un phénomène extrêmement rare, uniquement aux énergies élevées. On peut synthétiser l'ensemble de ces données sur le schéma suivant, emprunté à la littérature au livre de messieurs Orango et Petitclerc. En abscisse est portée l'énergie des photons incidents. En ordonnée, on a représenté le numéro atomique Z du matériau traversé. Eh bien, en fonction de ces deux paramètres, on peut représenter l'effet prédominant et on va voir que lorsque on combine une énergie élevée avec un Z faible, on a pour une très large plage d'énergie exclusivement de l'effet Compton. A l'inverse, lorsqu'on est dans les matériaux lourds, eh bien, on voit que dans une gamme d'énergie relativement importante, l'effet photoélectrique est prédominant et qu'ensuite l'effet Compton ne devient au premier plan que pour une plage beaucoup plus réduite d'énergie. C'est ensuite l'effet de création de paires qui prend le relais. Donc, pour résumer, lorsqu'on est à Z faible, comme dans les tissus biologiques, on voit que sur pratiquement toute la gamme d'énergie qui nous concernera, c'est l'effet Compton qui prédomine.